aujourd'hui, on va parler de l'accueil familial, qui est une solution qui est une alternative à l'établissement, mais qui n'est pas forcément très bien connue de tous. Donc aujourd'hui, l'idée est de pouvoir faire le tour du sujet, bien comprendre concrètement en fait comment ça se passe, l'accueil familial, pour qui ça s'adresse, combien ça coûte, comment on le met en place, tant du point de vue de la famille que de l'accueillant familial également. Et puis, Julie nous présentera aussi comment ça se passe dans sa structure, qui est donc Monseigneur. Et bien donc, sans plus tarder, Julie, je vais te laisser rapidement te présenter, et puis dans des très grandes lignes, nous dire ce que tu Bien sûr. Déjà, encore une fois, merci beaucoup de la proposition. Je suis ravie de participer aujourd'hui au Café Ma Boussole. Moi, je suis Julie Leflemme et je suis en charge de l'offre d'accueil chez Monseigneur. Monseigneur, c'est une entreprise solidaire d'utilité sociale basée à Lyon qui a pour vocation donc, de promouvoir et de développer l'accueil familial. Et mon rôle au sein de Monseigneur, c'est de sélectionner et d'accompagner les accueillants familiaux. Peut-être que tu peux nous dresser, on va commencer à rentrer dans le portrait de ce qu'est l'accueil familial. Et déjà, est-ce que tu peux nous dire à qui ça s'adresse? Et puis, vraiment en termes de profil, qu'il s'agisse du coup de perte d'autonomie liée à l'âge ou de handicap, s'il y a des distinctions Alors, donc l'accueil familial, il faut savoir que c'est un dispositif qui existe depuis plus de 30 ans, qui est malheureusement très méconnu. C'est un peu l'équivalent des familles d'accueil pour enfants, mais version donc personnes âgées en situation de handicap. Le principe, c'est que donc une personne accueille à son domicile jusqu'à 3 personnes âgées ou en situation de handicap. À qui ça s'adresse du coup, donc au-delà de personnes âgées ou en situation de handicap qui est assez macro, concrètement, on est sur des personnes qui ont une dépendance modérée. Vous êtes tous à peu près du secteur, donc en fait, on est vraiment entre le maintien à domicile et les structures type EHPAD. On est quand le domicile n'est plus possible parce que la personne se sent trop isolée, parce que ça devient dangereux pour la personne, risque de chute, risque de fugue, etc. Et à la fois, c'est trop tôt pour aller en EHPAD, pas l'envie, pas le niveau de dépendance assez élevé, on va dire. Donc voilà, pour ceux qui connaissent même ce que j'appelle ce qu'on appelle les GIR, pour mesurer le niveau de dépendance, oui. On est sur des GIR 3 et 4 en moyenne en accueil familial. Ça marche. Alors, raconte-nous comment ça se passe au quotidien, l'accueil familial. Alors, au quotidien, donc, le rôle de l'accueillant familial, c'est d'héberger, d'accompagner et de prendre soin donc, des personnes qu'elle accueille. Au-delà de fournir un toit, c'est fournir un cadre de vie agréable, c'est s'occuper des repas, de l'entretien du domicile, etc. Identifier les besoins en soins, coordonner les soins si nécessaire, par exemple l'intervention d'un podologue, etc. Et surtout stimuler au quotidien l'accueilli de manière à ce qu'il maintienne son autonomie, voire qu'il s'améliore. Donc voilà, vous rentrez dans le quotidien, dans une maison d'accueil familial, vous avez vraiment l'accueillant et les accueillis qui partagent leur vie. Quand l'accueillant a une sortie à faire, il peut amener ses accueillis. Quand l'accueilli a une visite, tout le monde mange ensemble. Il y a vraiment ce côté partage et l'accueillant a vraiment, quand il se lance dans ce projet-là, l'idée de partager sa vie personnelle avec ses accueillis. D'accord, donc ça pourrait être un peu comme si un membre de la famille venait faire un séjour avec… Tous les repas doivent être pris ensemble. Enfin, voilà, il y a vraiment ce côté de partage qui est important dans l'idée vraiment de créer du lien social, rompre l'isolement. C'est vraiment essentiel et ça pose même problème quand il y a des accueillis qui veulent rester dans leur chambre pour le dîner ou autre. C'est pas des solutions qui sont viables à terme. C'est pas le but, c'est pas un hôtel, c'est vraiment une vie commune. On va jumper directement à une question qu'on avait préparée ensemble et qui revient là dans le chat. Comment ça se passe si l'accueillant familial veut partir en vacances ou a un impératif, doit s'absenter parce que… C'est une très bonne question parce qu'effectivement, il y a quelque chose que je n'ai pas directement précisé mais qui était induit, c'est que l'accueil familial, l'accueillant se doit de garantir une continuité d'accueil. Donc, il se doit d'être présent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est une profession indépendante. En fait, il est employé par chaque personne qui l'accueille. Il a des contrats avec chaque personne qui l'accueille, mais il bénéficie quand même de 5 semaines de congé. Et comme tout le monde, ils ont besoin de se reposer. Dans ces cas-là, il est de leur responsabilité d'indiquer en amont 2 personnes en capacité de les remplacer si besoin.
une personne en capacité de remplacer urgemment, donc quelqu'un qui serait proche et disponible si jamais l'accueillante a un décès ou se casse le pied, elle a besoin de quelqu'un rapidement, et une personne en capacité de prendre le relais dans les congés qui peuvent durer 1 ou 2 semaines. Ça, c'est dans le dispositif classique. Et je fais juste une parenthèse, mon senior, c'est un peu... vous appuyez sur quelque chose de très sensible. Hein, beaucoup d'accueillants familiaux, de par manque de remplaçants, de par peur de quitter le domicile, etc., ne partent pas en vacances et s'épuisent. Et donc, mon senior, dans cette volonté de promouvoir et de développer le dispositif, nous on crée des solutions pour leur permettre de trouver facilement des remplaçants. C'est intéressant ce que tu dis, que les accueillants familiaux ont les mêmes difficultés que les aidants familiaux, du coup. Oui, et cette présence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, elle peut être très, très difficile. Hein, s'il y a des troubles du sommeil, ils ont besoin de s'aérer comme tout le monde. Eh ben, on va passer vraiment la partie sur les accueillants familiaux, que tu nous expliques un peu comment ça se passe. Il y a des premières questions, peut-être qu'on l'abordera dans un premier temps. En général, qui sont les gens qui deviennent accueillants familiaux? Alors, il faut savoir que pour devenir accueillant familial, il faut avoir un agrément. Donc, c'est un processus qui est à faire auprès des départements, qui est assez long, qui prend environ 6 mois. Et dans les textes, entre guillemets, n'importe qui peut être accueillant familial. Je mesure mes propos. Quand je dis n'importe qui, c'est donc bien sûr homme, femme, vous pouvez avoir 18, 65 ans, il n'y a pas de diplôme nécessaire, par d'expérience requise forcément. Ce qu'il faut avoir, c'est un projet d'accueil. Encore une fois, je reviens sur ce terme, mais et un projet de vie en fait professionnel et personnel cohérent qui sera donc évalué par le département, par une assistante sociale et une psychologue. Ça, c'est dans les faits, dans le cadre de l'accueil familial classique. Ce qu'on voit finalement au quotidien, c'est que c'est majoritairement des personnes qui sont issues des métiers du soin qui se retrouvent accueillants familiaux. Et nous, dans le cadre du projet Mon Senior, on recrute effectivement que des personnes qui sont issues de ces métiers-là et qui ont au minimum 3 ans d'expérience. Mais on a quand même, je fais une petite parenthèse, qu'on a quand même beaucoup de demandes de personnes qui sont en reconversion, qui souhaitent plus de sens, etc., et qui veulent se lancer là-dedans. Mais c'est vrai qu'on est toujours assez vigilant parce que c'est un métier qui, voilà, quand on s'occupe de personnes âgées, c'est pas juste on joue au Scrabble et on fait la petite balade. Il y a vraiment, on a besoin des personnes qui ont de l'expérience et qui connaissent ce que c'est que de vraiment être au quotidien auprès de ces profils-là. Justement, avant d'aborder peut-être la question des compétences et des formations, parce que c'est une question qui a été posée, quel rôle on attend d'un accueillant familial? Qu'est-ce qu'il doit faire? Quelles actions? Il y a une question, par exemple, qui demande si l'accueillant familial s'occupe des soins d'hygiène. Donc voilà, qu'est-ce qu'on attend d'un accueillant familial? En fait, l'accueillant familial se doit d'offrir un cadre sécurisant et chaleureux à la personne accueillie. Il se doit de garantir sa sécurité et de s'assurer qu'il mange bien, qu'il dort bien, que niveau hygiène, tout est OK. C'est vraiment son rôle-là. La partie soins, les soins d'hygiène, ça va vraiment dépendre de l'accueillant. C'est pas, on a des accueillants qui n'ont pas de formation d'infirmier, d'aide-soignante ou autre, et du coup qui ne sont pas en capacité de faire des toilettes, de faire des transferts, et auquel cas ils font appel à des intervenants extérieurs. C'était une des questions justement, à un infirmier, une infirmière, auxiliaire de vie. Il y a des accueillants familiaux qui ont les compétences, mais qui ne souhaitent pas le faire parce qu'ils veulent profiter de ces moments-là pour s'occuper du repas du midi. Enfin voilà, encore une fois, il y a toute une organisation à domicile. Et puis, il y en a qui décident de le faire. Ça va dépendre vraiment de chacun. D'accord. Donc, quand même, le socle, c'est de se dire, c'est quelqu'un qui peut accueillir chez lui, dans des conditions de sécurité, de sérénité, une personne extérieure, lui offrir un cadre serein. Donc, autour du partage des repas, de la vie quotidienne. Par contre, la question des soins, elle peut être, s'il en a les compétences, et sinon, elle peut être déléguée, oui, tout à fait. Je fais juste une parenthèse aussi, quand vous devenez accueillant familial, j'ai parlé d'agrément, donc c'est un agrément qui vous est délivré qui est délivré à l'accueillant pour 5 ans. L'agrément, il est à la fois sur la personne, sur son projet professionnel personnel, mais il est aussi sur le domicile. Aucun agrément ne peut être donné sans valider le domicile, que le domicile est assez, on va dire, sécurisant pour la personne accueillie. D'accord. Et est-ce que, par exemple, il y a un cahier des charges qui stipule, je ne sais pas si
la personne va à une salle de bain dédiée ou ce genre de choses? Comment c'est? Voilà. Alors, non, c'est pas obligatoire d'avoir une salle de bain dédiée, toilettes, etc. Parce que c'est déjà assez rare qu'il y ait des maisons qui soient comme ça. Et ce qui est obligatoire, c'est les tailles des espaces minimum. C'est de s'assurer que l'accueilli peut facilement accéder aux espaces de vie communs. Et puis après, il y a des choses. L'assistance sociale est vigilante, par exemple, aux marches, aux rampes, bien entendu aux tapis. C'est des petits détails comme ça, mais qui sont importants. Où sont positionnés la pharmacie, les produits ménagers, etc. On a une question sur l'entretien de la chambre. Oui. Est-ce qu'il y a un cahier des charges qui stipule si ça doit être fait par l'accueillant, par quelqu'un d'autre? Ouais. On aime bien partir du principe que les accueillis ne sont pas à l'hôtel quand ils sont on veut qu'ils se sentent chez eux, on les pousse à mettre leurs meubles, enfin, il y a vraiment cette volonté-là. Et s'ils sont en capacité et s'ils ont l'envie, l'accueillante va essayer de les responsabiliser pour qu'ils prennent soin de leur intérieur. Si bien entendu ils ne sont pas en capacité, c'est l'accueillante qui fait, et voilà, mais dans le respect, l'accord de la personne, voilà, c'est pareil, ça va dépendre pour le coup de la situation et de l'accueil particulièrement. D'accord. Et là, dans la question spécifique, je pense même que ça introduit le fait que ça puisse être fait par quelqu'un extérieur. Oui, alors ça peut si l'accueillante décide de faire appel à une aide ménagère, mais du coup, c'est un coût qui lui reviendrait à elle si elle ne souhaite pas faire ça. Et du coup, je souhaite devenir accueillante familiale. J'ai le logement qui correspond à peu près. Comment ça se passe donc tu as parlé d'une démarche d'agrément. Est-ce qu'il y a une formation? Alors oui, dans le cadre de la demande d'agrément, il y a plusieurs étapes. C'est une demande qui prend environ 6 mois, qui se fait auprès des départements. Ouais. Donc il y a toute une réunion d'information, un entretien avec une assistante sociale, visite du logement. Et après, vous avez 2 jours de formation initiale où on revoit vraiment le cadre légal de l'accueil familial, comment on fait les contrats, le rôle, les devoirs d'un accueillant familial. Par contre, il n'y a pas de formation à proprement parler de comment s'occuper d'une personne âgée, en fait, ou d'une personne en situation de handicap, comment faire des transferts des toilettes. Ça, c'est pas du tout abordé. C'est vraiment le cadre qui est abordé. Et après, tout au long de du métier, il y a des formations continues qui sont aussi obligatoires à faire. C'est quelques-unes par an à chaque fois. Et là, c'est des sujets bien spécifiques. Ça peut être sur des pathologies ou autres, mais voilà, il n'y a pas un diplôme pour être accueillant familial. Cette formation est obligatoire, mais ça ne délivre pas de diplôme. Et la formation, elle est proposée par? C'est par le département, ou le département peut sous-traiter à un tiers régulateur. Ça dépend des départements pour le coup. Ok. Donc, pour les personnes que ça intéresse, c'est directement aller voir son conseil départemental. Exactement. Et je crois qu'il y avait une question aussi sur ça. Est-ce qu'il y a des accueillants familiaux partout? Oui. Est-ce qu'il y a des listes des accueillants familiaux dans chaque région ou département? Alors oui. Donc l'accueil familial existe depuis plus de 30 ans, j'ai déjà dit. Aujourd'hui, il y a malheureusement environ moins de 10 000 accueillants familiaux en France. Je crois qu'il y en a 8 000 et quelques. Ils ont tous, la moyenne d'âge, c'est plus de 50 ans. Donc c'est quelque chose, du coup, il y a une quantité d'accueillants qui est malheureusement vouée à diminuer. Et aujourd'hui, plus de 60% des accueillants familiaux accueillent des personnes en situation de handicap. C'est beaucoup plus connu pour le profil de situation de handicap que des profils de personnes âgées. Et donc, si vous souhaitez connaître effectivement les accueillants familiaux dans votre département, vous pouvez vous rapprocher du conseil départemental. Et effectivement, sur Ma Boussole Aidant, on a une catégorie dédiée à l'accueil familial où, par contre, vous n'allez pas forcément pouvoir retrouver la liste exacte des accueillants familiaux. Mais potentiellement, parfois, oui, vous allez retrouver les contacts du conseil départemental. Et s'il y a des structures sur ce territoire ou même au national, parfois on va retrouver des structures qui sont présentes au niveau national et qui elles-mêmes référencent aussi en leur sein des accueillants. Alors, et justement, la transition de Sandrine est parfaite. On va parler un petit peu d'argent. Combien ça coûte pour une famille? Le prix et peut-être la différence entre le prix et le reste à charge. Oui. Et aussi, du coup, pour un accueillant familial, quelle rémunération pour un accueillant familial? Le coût, il est d'environ, après aide, d'environ 60 € par jour, en sachant que ça inclut du coup l'hébergement, l'alimentation, les charges, l'entretien du logement et les activités organisées par l'accueillant familial.
Quand je dis post-aide, du coup, on enlève donc soit la PAS, soit la PCH, les crédits d'impôt, et il peut y avoir des aides en plus que je n'ai pas pris en compte là dans ce calcul-là, mais des complémentaires retraite ou autres. Là, c'est un prix pour une personne qui est en GIR 3. Au plus la dépendance va être importante, au plus le prix va être important parce qu'il y a une variable en fonction du GIR. Quid de l'accueillant? Oui, alors l'accueillant. Donc, comme je le disais, l'accueillant, il est payé par chaque accueilli. Il a autour de 2 000 euros par mois et par personne accueillie. Je prends des pincettes parce que ça dépend de chaque département aussi. En fait, c'est une rémunération qui est décidée, enfin, il y a des quotas, etc., qui est décidée par les départements, donc ça peut varier, mais c'est environ 2 000 euros par personne accueillie. Et dans ces 2 000 euros, il y a le salaire de l'accueillant, mais il y a aussi la sorte d'enveloppe que donne l'accueilli à l'accueillant pour ses frais quotidiens d'alimentation, d'entretien, etc. Et la part du loyer aussi, l'accueilli paye une part de loyer. Donc, in fine, si l'accueillant a 3 accueillis, il va toucher environ 6 000 euros, mais en fait, il va falloir déduire des charges qui vont être incompressibles. D'accord. Et donc, si l'accueillant, pour bien faire le tour de la question de Perrine, veut déléguer un acte, comment il fait? Alors, effectivement, c'est une très bonne remarque, Perrine. Vu que l'aide qui touchait avant au domicile, par exemple, l'APA, elle était pour des auxiliaires de vie, etc., et qu'elle se transfère sur la partie accueil familial, s'il veut faire intervenir une auxiliaire de vie, il n'aura plus cette aide APA parce qu'elle sera utilisée sur l'accueil familial. Donc, dans ces cas-là, on fait plutôt appel à des infirmiers, des infirmières, et du coup, c'est sur prescription médicale, sur ordonnance. Mais du coup, l'infirmière, c'est plutôt pour des toilettes complètes ou transferts ou piluliers, etc., plus que l'aide au rasage, à l'habillage. Ça, c'est clairement fait par l'accueillante familiale. D'accord. Ok. Voilà. Et en plus, nous, on sensibilise quand même beaucoup les accueillantes familiales sur il y a une toilette entière au lit versus il y a un accompagnement à la toilette pour éviter les risques de chute. La toilette, c'est aussi un moment pour voir s'il n'y a pas d'autres soucis de santé, d'un moment un peu intime d'échange aussi pour voir comment se sent l'accueilli. Donc, c'est aussi important on sensibilise les accueillants sur le fait que ce soit bien qu'ils puissent faire ça. On est d'accord que l'accueillant, il peut vivre avec le reste de sa famille. Il n'est pas tout seul. Tout à fait. Tout à fait. On a une accueillante qui est arrivée. Alors, elle n'avait pas d'enfants parce qu'ils étaient grands, mais elle est arrivée avec ses 10 poules, ses oies, ses chiens aussi. Donc ouais, c'est bien sûr. Après, pareil, une personne qui a des enfants, on sensibilise aussi sur les responsabilités que ça engendre parce que vous ne pouvez pas vous absenter comme vous le souhaitez quand vous êtes accueillant familial. Donc, si vous avez des urgences avec des enfants, l'école, etc., c'est une organisation derrière. Tu peux peut-être nous présenter quelle est la particularité de Monseigneur quand même pour pouvoir le distinguer d'autres Oui. Donc, Monseigneur, nous, on est donc une entreprise qui a 5 ans. On a vraiment pour volonté, en fait, comme je disais au début, de développer et de promouvoir le dispositif. On ne change rien au dispositif, donc tout ce que je vous ai expliqué, ça fonctionne avec Monseigneur, mais c'est juste qu'on s'est aperçu qu'il y avait aujourd'hui peu d'accueillants familiaux, que c'était un dispositif qui était très peu connu et qui avait pourtant beaucoup de bienfaits. Donc, on a en fait créé une multitude de services autour de ce noyau réglementaire pour faciliter la mise en place de séjours en accueil familial, que ce soit pour les accueillis ou pour les accueillants. Donc, pour vous donner un exemple, le principal problème pour les accueillants, par exemple, c'était qu'ils souhaitaient faire ce métier-là, mais qu'ils n'avaient pas de domicile adapté. Et en fait, Monseigneur a créé des maisons dédiées à l'accueil familial dans le département de l'Ain. Les premières maisons ont été inaugurées hier, vous voyez, c'est tout frais. Et du coup, voilà, l'idée, c'est vraiment de venir répondre un peu aux freins qu'il y a autour de ce dispositif-là, en permettant donc à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens ou qui ne savaient pas trop comment s'y prendre, d'emménager directement dans une maison adaptée, qui est en fait même sur un hameau où il y a 3 maisons identiques avec un jardin. Et donc comme ça, dans chaque maison, il y a une accueillante, sa famille, ses 3 accueillis. Comme ça, il y a aussi un vrai côté partage et entraide, parce que comme je l'ai précisé depuis le début, c'est un métier qui est très prenant, qui demande beaucoup de responsabilités, et c'est un métier où vous êtes indépendant, donc d'avoir presque une collègue en face qui fait la même chose, c'est beaucoup pour les accueillants.
Et d'autres exemples de services qu'on propose, c'est bien entendu une mise en relation accueillant-accueilli. En fait, on fait beaucoup de promotions autour du dispositif pour accompagner les accueillis sur le dispositif, les sensibiliser et s'ils sont intéressés, les mettre en relation avec des accueillants familiaux qui correspondent, qui ont un projet d'accueil qui correspond aux besoins de la personne. Et une fois la mise en relation établie et que si le séjour se met en place, on intervient aussi pour faire toute la partie contractuelle, fiche de paye, etc. Demande d'aide, voilà, c'est nous qui faisons tous les dossiers d'APA, PCH, pour vraiment alléger la charge mentale des accueillis, des aidants aussi beaucoup, bien entendu, et indirectement des accueillants familiaux. D'accord. Et les services que vous proposez sont sur le département de l'Ain. Voilà. Alors nous, on est à Lyon, on démarre sur le département de l'Ain avec les maisons. Là, il y a le premier hameau avec 3 maisons qui a été inauguré, le deuxième sera inauguré en septembre, le suivant en mars de l'année d'après. Et on a une dizaine de terrains, donc une trentaine de maisons qui vont sortir incessamment sous peu. D'accord. Je vois qu'il y a plusieurs questions qui ont été posées, on va les traiter. Là, on va justement rentrer dans le comment on met en place une solution d'accueil familial. Déjà, quelle démarche on fait? Est-ce qu'on se dirige vers un accueillant, si on le trouve directement? Est-ce qu'on va voir le conseil départemental? Est-ce qu'on va voir une structure comme Monseigneur? Alors, si vous êtes dans l'Ain, ou même non, si vous êtes dans le Rhône ou autre et que ça ne vous dérange pas d'avoir un accueil dans l'Ain, voilà, je vous invite bien entendu à nous contacter. Sinon, c'est vrai que la marche à suivre, c'est de contacter directement le département. C'est le plus simple. C'est lui qui va avoir vraiment la liste, vu que c'est lui qui fait tous les agréments, qui va avoir vraiment la liste de tous les accueillants et de dire telle personne, elle s'occupe plutôt une des personnes âgées, plutôt des personnes en situation de handicap. Et on dit aussi dans le jargon de l'accueil familial qu'un accueillant peut avoir 1, 2 ou 3 agréments. Ça veut simplement dire un agrément, il peut accueillir une personne, 2 agréments, il peut accueillir 2 personnes, 3 agréments, il peut accueillir 3 personnes. Le département va vous fournir une liste du coup et après, selon les départements, ça dépend le niveau de service qu'ils offrent, mais ils peuvent vous mettre en relation avec des personnes ou juste vous donner la liste. Il y a peut-être des accueillants familiaux qui font leur propre pub aussi, donc n'hésitez pas à taper accueil familial et le village, ville dans lequel vous êtes, et puis il y en a qui... Mais voilà, c'est pas tout le temps le cas. Ouais, et sur ma boussole, encore une fois, vous allez retrouver les liens du conseil départemental et les liens des structures qui peuvent le proposer, ou derrière, vous pouvez aller retrouver les différentes familles accueillantes. Comment on s'assure, en fait, de trouver la bonne personne? Comme un peu dans les applications de rencontre, comment on s'assure que ce soit le bon match? Je pense peut-être à l'entente, au mode de vie de ces personnes. Comment on s'assure aussi que la personne, elle se sente en sécurité? C'est une très bonne question et ça a été un de nos premiers sujets chez Monseigneur, de travailler sur cette mise en relation personnalisée. En fait, je reviens sur le projet d'accueil, mais un accueillant, quand il se lance là-dedans, il se lance avec sa famille. Donc, il a un cadre familial, il se lance avec ses animaux, il se lance avec ses expériences, son des origines. Et du coup, c'est tout ça qui va faire son accueil. Est-ce qu'elle aime cuisiner? Est-ce qu'elle aime peindre? Voilà, c'est vraiment, on va avoir pour chaque accueillant un projet d'accueil assez fourni. Et pareil, on va avoir de l'autre côté des besoins de bénéficiaires qui vont avoir telle pathologie, qui ont eu tel vécu, tel métier, qui adorent les animaux, qui n'aiment pas les animaux. Et du coup, on va vraiment essayer de mettre en relation des personnes qui, de par les informations qu'on a, collent. On peut le faire, on peut penser que ça va coller et ça va pas forcément coller, mais en tout cas, on fait une présélection comme ça et ensuite il y a une rencontre qui est organisée. Et je dis que dans le cas de Monseigneur, mais c'est pareil. Dans le cas de certains départements, c'est aussi le cas, cette mise en relation. Et après, il y a un échange qui se passe au domicile de l'accueillant pendant 1 heure, 2 heures. L'accueillant, le potentiel accueilli, l'aidant échangent. Et puis là, ça se passe au feeling. Moi, j'ai beaucoup d'accueillants qui me disent « En regard, je sais si ça va passer ou pas passer. » Et on parle de vie ensemble. Donc, c'est hyper important que chacun fasse confiance à ce qu'il ressente aussi quand il rencontre l'accueillant. D'accord. Et en général, quand il y a cette rencontre, la mise en place vraiment de l'accueil familial, est-ce qu'elle peut se faire tout de suite? Ça dépend, il y a encore une fois plein de facteurs. Elle peut tout à fait se faire tout de suite. Les contrats sont assez rapides à faire. Selon le niveau d'urgence, si l'accueillant a de la place, ça peut se faire rapidement, tout à fait. Et
bon, alors il y a une rencontre, voilà, le regard se fait. Est-ce que est-ce qu'on peut tester? Comment ça se passe? Voilà. C'est beaucoup de gens demandent parce que c'est tellement inconnu, ça fait peur et en plus quand on rentre en accueil familial, on est souvent déjà on est au domicile, donc c'est la première étape et voilà, bref, on a un peu peur, donc c'est une question qui est tout à fait légitime et entre guillemets, oui, les personnes peuvent tester. On peut pas faire des séjours d'une semaine. Enfin, en tout cas, nous on préconise pas parce que dans tous les cas, les débuts de séjour, il y a une mise en place qui est qu'il faut prendre le temps de faire et on considère qu'il faut au minimum 3 semaines avant de vraiment trouver ses marques et de se dire ok, c'est fait pour moi ou c'est pas fait pour moi. Mais sinon, en fait, soit la personne fait un séjour temporaire, auquel cas ça peut servir de test. Voilà, comme je dis, nous on recommande 3 semaines, mais ça nous arrive de faire des séjours de quelques jours, donc après ça va dépendre vraiment de l'accueillant. Soit dans le cadre d'un séjour permanent, même si on signe pour un séjour permanent, il y a 1 mois de période d'essai, j'ai envie de dire. Donc, si jamais pour une raison X ou Y, ça ne colle vraiment pas, et ça arrive, l'accueillant ou l'accueilli peut résilier son contrat et l'arrêter du jour au lendemain, dans le premier mois. Dans le premier mois, d'accord. Et donc là, il y a des questions qui ont été posées sur qu'est-ce qui se passe. En fait, voilà, sur par exemple, l'accueillant familial ne voudrait arrêter ce métier pour des raisons diverses de santé ou autres. Quid si la situation de l'accueilli se dégrade? Voilà. Alors déjà, si l'accueillant souhaite arrêter, dans le contrat, et d'ailleurs ça répond aux deux, dans le contrat de gré à gré, quand l'un ou l'autre peut arrêter le contrat quand il veut. Donc soit dans le premier mois et auquel cas ça s'arrête du jour au lendemain, soit la période de préavis est passée et auquel cas il y a un délai de 2 mois. Donc en fait, l'accueillant ou l'accueilli dénonce le contrat, explique les raisons, et ensuite il a 2 mois pour mettre un terme à l'accueil. Ce qui se passe souvent, c'est que y a souvent un accord entre l'accueillant, la famille de l'accueilli, et soit ils se disent ok, en fait la situation fait qu'on peut tenir 2 mois, soit non, il y a une situation qui fait qu'on peut pas, et là il y a un accord commun qui est trouvé, et du coup ces 2 mois basculent souvent en 1 mois, ou voilà, bref, après ça dépend vraiment. Souvent il y a des relations très bienveillantes qui se mettent en place entre les familles et l'accueillant, et du coup tout le monde essaye de trouver un compromis pour que ça ne gêne pas trop l'un ou l'autre. D'accord. Si la situation de l'accueilli se dégrade, je me positionne peut-être sur une personne senior où son niveau d'autonomie se dégrade, qui décide comment Alors, en fait, ça arrive. Encore une fois, l'accueil familial, c'est un entre-deux, entre le domicile et les structures. Ce qui se passe, c'est que et en plus, l'accueil familial a des limites. Par exemple, dès qu'il y a des risques de fugue, voilà, parfois les terrains sont pas fermés. Enfin, ça peut être dangereux. Quand il y a une agressivité, des gestes violents, voilà, il y a des réveils nocturnes intempestifs. L'accueillant peut plus tenir. En fait, peut plus s'occuper 24 heures sur 24 de 3 personnes. Nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment de sensibiliser. On préconise aux accueillants de sensibiliser dès qu'ils voient leurs limites atteintes, en fait, de façon à prévenir la famille, de façon à anticiper les fins de séjour. Si jamais ça se dégrade comme ça, effectivement, ça mène à une fin de séjour. Fin de séjour, il y aura. Maintenant, l'idée, c'est comment faire pour que cette fin de séjour se passe dans les meilleures conditions. Et c'est pour ça que la communication est hyper importante, l'anticipation aussi, parce que l'étape d'après, encore une fois, c'est souvent l'EHPAD. Qui dit EHPAD dit inscription, peut-être liste d'attente. Donc, c'est important de s'y prendre à l'avance. Et aussi pour les familles et pour l'accueilli, de ne pas précipiter un changement. Et oui, je pensais les autres cas possibles où ça pourrait y avoir des difficultés entre accueillants et accueillis, peut-être des mésententes, mais ça, j'imagine que dans le premier mois. Oui, ça, globalement, si ça passe pas mon point de vue personnalité. Et après, en fait, même si jamais ça arrive plus tard parce qu'il y a eu un incident qui a fait que, et ben dans ce cas-là, voilà, c'est le niveau d'urgence qui est traité. Si l'accueillant, par exemple, l'accueilli veut partir vite et l'accueillant a déjà une personne après, ben, du coup, il peut se montrer flexible sur le délai aussi de fin de contrat. Enfin, c'est vraiment aussi beaucoup au cas par cas. Emmanuel nous demande si il imagine, en tout cas, il me dit, j'imagine que les places sont chères. Est-ce qu'il y a des listes d'attente? Alors, oui, il y en a. On a effectivement beaucoup de demandes, il y a des listes d'attente. Après,
Voilà, je pense qu'il faut le tenter parce qu'il y a beaucoup de demandes en parallèle. Après, il y a des demandes qui aboutissent pas. Voilà, encore une fois, c'est des décisions de vie. Donc, du coup, voilà, il faut tenter parce que c'est pas parce qu'il y a une liste d'attente qu'il n'y a pas de chance. Et on est d'accord, des listes d'attente qui sont pas accueillants, donc il ne faut pas hésiter à aller voir plusieurs accueillants. Exactement, encore une fois, chacun mène sa propre barque, donc il ne faut pas hésiter. José nous demande le coût de la prestation Mon Senior, étant donné que c'est possible de passer en direct par le département. Oui. Alors, c'est une bonne question. Donc, nous, effectivement, pour se rémunérer, on prend une commission sur ce que paie le bénéficiaire, qui est équivalent à 15%, il me semble. Oui, 15%. Et pour cette commission, effectivement, est justifié en fait les frais de mise en relation. Il y a vraiment ce côté mise en relation personnalisée. On vous présentera l'accueillant familial qui correspond à vos besoins. On organise une rencontre à laquelle on intervient. Et ensuite, on fait toute la partie administrative et le suivi humain aussi du séjour. Dès que le séjour est lancé, on appelle pour s'assurer que tout va bien, à J+1, J+7, etc. On a un accompagnement qui est plus personnalisé et plus poussé. Encore une fois, chaque département fonctionne différemment, donc voilà, je m'avance pas, mais en tout cas, il y a vraiment ce côté accompagnement qui est très très présent et aussi toute la charge administrative qui vous est enlevée. C'est nous qui contactons les départements métropole ou autres pour mobiliser les aides, l'APA, la PCH, qui ont les demandes d'aide autres comme les complémentaires. En complémentaire retraite et bien sûr toute la partie fiche de paye chaque mois, et salaire, etc. D'accord. Oui. Qui sont des activités quand même assez conséquentes. Oui. Et par contre, il y a un gros travail qui est fait, je me permets de le préciser parce qu'on y passe du temps, mais qui est fait en amont de justement ce côté prise de besoin, mise en relation, etc. Et tant que le séjour n'a pas démarré, nous, on ne gagne rien. Et tout ce travail d'accompagnement, d'identifier si une situation est faite ou pas pour de l'accueil familial, il est fait aussi à titre gracieux pour aussi accompagner des aidants dans leur réflexion. Ouais. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne finissent pas en accueil familial, mais qui ont quand même été accompagnées par Mon Senior et qui ont pu avancer dans leur réflexion sur des possibilités, des alternatives d'hébergement. Oui, donc finalement, un cadre à la fois pour la famille dans l'identification, voilà, le parcours pour trouver ou pas un accueillant un accueillant, et puis pour l'accueillant, la facilité de mise en relation et puis tout ce qui va être charge administrative. Plus les maisons dans le cas des maisons que vous êtes en train de... Voilà, effectivement. En plus de ça, maintenant, via Mon Senior, il y a une garantie d'être dans des maisons qui sont vraiment adaptées, d'être dans un hameau, du coup, il y a 9 personnes accueillies, un jardin extérieur, d'un potager. Okay. Est-ce que tu dirais que l'accueil familial est entre la résidence autonomie et l'EHPAD? Oui, parce que la résidence autonomie, on suppose que la personne est quand même encore en capacité de faire certaines choses seule. L'accueil familial, on est vraiment sur une personne qui n'est plus apte à faire certains gestes de la vie quotidienne seule. Et enfin, c'est vrai qu'au début, tu as évoqué le fait que chez Mon Senior, vous proposez des solutions en cas de besoin d'absence. Oui. Quelles sont-elles? Alors, on propose 2 types de solutions. La première, c'est qu'on a embauché une accueillante familiale agréée qui est salariée de Mon Senior et que son rôle est seulement, c'est déjà de faire des remplacements dans les maisons Mon Senior. Donc, en fait, on garantit aux accueillantes, on met à disposition aux accueillantes actuelles une accueillante qui est donc formée, qui a l'expérience pour leur permettre de partir en vacances sur des longues durées spécifiquement. Donc ça, c'est plutôt voilà, pour les vacances, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. L'autre option qu'on a mis en place, on a créé des plateformes d'entraide. En fait, autour de chacune de nos maisons, on a identifié une dizaine, quinzaine, vingtaine de personnes qui sont issues des métiers du soin, qui ont de la disponibilité et qui ont l'envie de donner un coup de main, moyennant finance bien entendu, mais de donner un coup de main de temps en temps. Donc en fait, dès que les accueillantes ont un besoin, une urgence, c'est un groupe WhatsApp aujourd'hui, bonjour, est-ce que quelqu'un sera dispo dans un mois? J'ai ma famille qui vient pour la journée, j'aimerais bien aller me balader. Oui, moi je suis dispo. Et en fait, voilà, c'est un vrai réseau d'entraide qui se met en place. Et donc vous, derrière, vous gérez le côté administratif? Oui,
Il y a ça. Okay. Selon la durée des remplacements, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu complexe, mais selon la durée des remplacements, effectivement, il y a un avenant au contrat qui est à faire et du coup, une répartition de salaire derrière. Ok. Donc, j'ai noté que tu disais que c'était des accueillantes. Oui, majoritairement. Hein. C'est pas à défaut de rechercher des hommes, mais... Comment est financé le remplacement pendant justement les congés de l'accueillant? En fait, l'accueillant est payé chaque mois 10% de plus, justement, qui lui permet de prendre ses 2,5 jours de congé par mois, soit 5 semaines par an. Donc, quand il part en congé, c'est finalement lui, enfin, il n'a pas sa rémunération, il n'est pas payé par l'accueilli. L'accueilli est payé, le remplaçant est payé par l'accueilli. Là, il prend la part qu'aurait dû avoir l'accueillant. D'accord, donc du coup, ça n'est pas une rémunération fixe annuelle, c'est lié, si je comprends bien, pendant la période de congé, ouais. Il y a un salaire qui se dégrève, mais qui est compensé le reste de l'année. Exactement. Ok, très bien, merci beaucoup Julie, on voit que c'est quand même un sujet qui n'est pas si simple que ça, alors que ça semble être une solution extrêmement naturelle. Sa mise en place, elle est un petit peu moins, on va dire, ou en tout cas un peu plus complexe. Mais c'est une solution qui mérite vraiment, par Monseigneur ou pas Monseigneur d'ailleurs, hein, mais qui mérite vraiment d'être connue, d'être reconnue. Nous, on se bat aussi au niveau national, au niveau des politiques pour défendre les droits des accueillants familiaux, parce que ça passe aussi par là. Et bien sûr, on essaie de faire beaucoup d'actions de communication pour faire connaître le dispositif auprès des familles, parce que c'est pas connu et que quand on en parle, ça plaît quand même. Oui, et puis ça va dans le sens de ce que l'on souhaite pour son proche et tel que tu l'as montré, de l'impact que ça a pour le proche. C'est quand même il est grand. C'est assez impressionnant. Hein. Nous, on est en échange avec vous tous ici, mais avec beaucoup d'aidants qui nous appellent vraiment désespérés. Et on a eu des retours d'aidants qui nous disent « mais grâce à vous, j'ai pu dormir ». Juste parce que la personne était angoissée de laisser son proche. Et là, de le savoir entre de bonnes mains, ils peuvent relâcher la pression. Et ça, rien que pour ça, ça donne envie ça nous aide à nous lever le matin. Un grand merci à tous. Un grand merci, Julie. Avec grand plaisir. J'espère que ça vous aura donné envie, des pistes. En tout cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous.